On arrive au terme de ce colloque. Donc pour la conclusion, maintenant il est rodé à l'exercice. C'est notre secrétaire général de l'Institut Iliade qui s'y colle. Alors après la fille, la mère, voici le père. Je vous demande d'accueillir Benoît Couetou. Chers amis, l'Europe représente aujourd'hui la seule région du monde dont les frontières ne sont pas défendues. L'Europe n'est pas défendue car l'Union européenne n'a pas de projet européen. C'est une organisation mondialiste qui n'a de définition ni géographique ni culturelle de l'Europe. Pour l'entité bruxelloise, l'Europe représente un espace indifférencié, sans extérieur et indéfiniment extensible, qui a pour seule vocation le libre-échangisme mondial, l'ouverture des frontières et la religion des droits de l'homme. Son projet est porté par l'alliance maléfique de l'oligarchie mondialiste, du capitalisme financier et du trotskisme de bas étage. Derrière la silhouette titubante de Juncker se cache le visage grimaçant de Soros, comme l'illustre une affiche du parti hongrois Fidesz qui a scandalisé les bien-pensants. Soros travaille au meurtre de la civilisation européenne par la destruction de son identité et l'abolition de ses frontières, avec la complicité des oligarques européens. Sa fondation, Open Society, a ainsi davantage investi en 2017 dans les réseaux No Border que le total du budget alloué par l'Union européenne pour la mission Frontex en Méditerranée. Julien Freund considérait que l'impolitique des droits de l'homme représentait la seule frontière de l'Europe bruxelloise. Cette notion floue et vague ne pouvait susciter l'adhésion des Européens. Il ajoutait « Toute société politique est une société close. L'identité collective exige des frontières. Elle entre en crise quand toute démarcation s'efface. » Le désintérêt des peuples pour l'Union européenne tient à cette absence de frontières et de densité historique voulue par les oligarques de Bruxelles. Pourtant, depuis la nuit des temps, les frontières sont inhérentes à la nature humaine. Bornage des cités, fortification des villes médiévales, limesse des empires. Dans son livre « Éloge des frontières », Régis Debray décrit celle-ci comme rassemblant des individus au sein d'un peuple, c'est-à-dire un ensemble de mythes et de formes, une légende et une carte, des ancêtres et des ennemis. La frontière permet de sauvegarder l'exception d'un lieu et, à travers lui, la singularité d'un peuple. La frontière n'enferme pas. En séparant, elle distingue et protège la diversité et la beauté du monde. L'ordre qu'elle crée est porteur de sacralité. Sacré comme sanctuaire relève de la même étymologie latine, censire, qui signifie délimiter, entourer, interdire. Un sanctuaire est ainsi toujours protégé par une enceinte, qu'il s'agisse d'une forêt mystérieuse, d'un cercle de pierre dressé vers le soleil, des colonnades d'un temple grec ou du cœur d'une cathédrale gothique. Notre Europe, c'est une civilisation, mais c'est aussi un territoire qui représente justement notre sanctuaire inviolable et sacré. Si les Européens sont allés à la découverte du monde, c'est ici, sur ce cap occidental, à la pointe de l'immense continent eurasiatique, qu'est située notre grande patrie. Certains considèrent que l'Europe aurait des frontières floues, mal définies, subjectives. C'est là discuter du sexe des anges alors que les barbares sont à nos portes.
L'historien espagnol Dario Fernández Morero soulignait que la frontière où existe la différence la plus visible entre deux mondes est celle séparant l'Espagne du Maroc. La frontière fondamentale de l'Europe, c'est bien celle qui nous sépare du monde musulman, qui nous est radicalement autre et avec lequel nous sommes en conflit depuis 13 siècles. Cette frontière majeure, cette ligne de fracture civilisationnelle, c'est la Méditerranée. Tout pays au sud de cette ligne n'est pas en Europe. Faute de frontières maîtrisées, l'Europe est aujourd'hui en proie à deux dangers, la menaçant dans sa substance comme dans son essence. La mondialisation, en favorisant la libre circulation des marchandises, des hommes et des capitaux, contribue à la fabrication de l'individu déraciné, sans patrie ni frontières, mu par ses seuls intérêts, qui ne sait plus qui il est ni d'où il vient. Vouant la terre et les hommes au règne de la marchandise, elle engendre catastrophe écologique, destruction économique, mal-être social et identitaire. Contre le libre-échangisme destructeur, il nous faut privilégier le local au global, dans la politique des États comme dans tous les gestes de la vie quotidienne. Il nous faut aussi encourager ceux qui veulent vivre et travailler au pays. Face aux Anywhere, les gens de nulle part, nous sommes résolument dans le camp des Somewhere, les peuples de quelque part. L'autre grand danger qui nous menace, faute de frontières, c'est la submersion migratoire. Le cœur carolingien de l'Europe, battu depuis la nuit des temps par le grand ressac des invasions, mais que l'histoire avait toujours protégé des conquêtes extra-européennes, est désormais occupé, menacé d'un grand remplacement sans équivalent dans son histoire. Semblable à des métastases cancéreuses, la société ouverte, pourtant, se hérisse de frontières intérieures, frontières des enclaves territoriales étrangères qui gangrènent nos villes, frontières des citadelles invisibles, dénoncées par Christophe Guilluy, ces quartiers chic ou tendance des grandes métropoles où se claque-mure la bourgeoisie nomade. Le rétablissement des frontières, nécessaire et vital, dépasse aujourd'hui le cadre étroit des nations. Une réponse seulement souverainiste serait un faux semblant, parce que la souveraineté sans la puissance ne conduit à rien, et parce que seule la puissance peut garantir l'identité. Cette puissance aujourd'hui ne peut être que civilisationnelle et continentale. Quoi qu'en pensent les souverainistes, le danger aujourd'hui n'est plus sur le Rhin, mais aux frontières de l'Europe, sur la Méditerranée, dans les Balkans, dans les aéroports. Face aux défis migratoires, les menaces comme les solutions concernent tous les Européens. À l'heure où partout émergent les grands blocs civilisationnels, c'est ensemble que nous sauverons notre civilisation. Comme à Las Navas de Tolosa en 1212, à Lépante en 1571 ou devant les murs de Vienne en 1683. Mais pour être maître chez soi, encore faut-il être maître de soi. Au-delà des frontières physiques et géographiques, il y a les bornes de l'âme et de l'esprit que tout peuple doit posséder s'il veut rester vivant. Les no-borders procèdent de la même idéologie déconstructrice que le no-limit. C'est le règne de l'oubris, dénoncé et craint par les anciens, où l'individu transgresse toutes les limites propres à sa nature. Un individu sans père et sans mère, ni homme et ni femme, qui ne veut plus transmettre ni mourir. Contre cette métaphysique de l'illimité, source néfaste de toutes les dérives modernes, selon les mots de Dominique Vénère, seules les citadelles de l'esprit nous permettront de conserver notre identité. C'est pourquoi le retour des frontières de l'Europe passe également par le retour des limites. Selon les mots de Dominique, le bon Européen est un homme ou une femme issu d'une lignée, enraciné sur un territoire, porteur d'un héritage, conscient de ses déterminismes naturels et culturels. Le retour des frontières mentales, c'est aussi le refus de l'islamisation et de l'africanisation de nos sociétés.
Vivre en Européen, c'est choisir la liberté contre la soumission. Alors, face aux laideurs du temps que nous traversons, nous devons avoir la volonté de sanctuaire, comme autant de frontières spirituelles où perdurera l'esprit de l'Europe. Un camp de jeunesse sous le soleil de l'été, un orchestre philharmonique jouant la 7e symphonie, une cordée d'alpinistes, une classe d'écoliers récitant Corneille. Là est l'Europe. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps, écrivait encore Dominique Vénère. C'est une des missions de l'Institut Iliade, sans doute la plus noble et la plus ambitieuse que cette volonté de sanctuaire. En gardant à l'esprit le jour où, peut-être, les Européens ne seront plus majoritaires sur leur terre. Mais ce temps-là n'est pas encore venu. Plutarque nous rapporte cette réponse du roi Agésilas à quelqu'un qui s'enquérait pourquoi Sparte était sans muraille. Le roi montra alors les citoyens couverts de leurs armures. « Voilà, dit-il, les remparts des Lacédémoniens. Plus que derrière des remparts, c'est d'abord en nous-mêmes que nous trouverons des raisons de combattre. Pour cela, c'est aux origines, à notre mère, la Grèce, encore, que nous devons revenir. Athéna, la déesse à la borne, nous montre la limite. Cette limite dont Heidegger nous enseignait qu'elle n'est pas ce où quelque chose cesse, mais bien, comme les Grecs l'avaient observé, ce à partir de quoi quelque chose commence à être. Venue des terres lointaines de l'Est, une lumière aurorale semble irradier l'horizon européen. Suivant la course du soleil, elle éclaire peu à peu le cœur historique de l'Europe, avant, peut-être demain, d'illuminer tout un continent émergeant d'une trop longue nuit. Le temps revient. Cette devise de Laurent le Magnifique, qui annonçait la Renaissance, fait écho à la phrase d'Hervé Juvin dans son livre « Le renversement du monde ». Le temps est revenu des séparations vitales, des discriminations fécondes de la frontière fondatrice. Contre ceux qui veulent imposer l'idéologie du même, oui, le temps est revenu pour l'Europe de rétablir ses frontières territoriales, civilisationnelles et mentales afin d'affirmer son destin, de renaître et de redevenir ce qu'elle est. Je vous remercie. Merci Benoît. Et oui, c'est la fin. On va bientôt se quitter. Un petit mot encore, peut-être Claire ? Chers amis, sachez que le colloque annuel de l'Iliade, ici à la Maison de la Chimie, ne peut se faire sans vos dons. L'argent reste le nerf de la guerre. Donc nous en appelons à votre générosité. Vous pouvez aussi adhérer au Club des 100. Par là même, vous vous engagez à verser 100 € par mois à l'Institut Iliade. Et comme ça, vous permettez le financement du cycle de formation de l'Iliade pour certains auditeurs. Et vous pouvez aussi financer certains projets de nos éditeurs. Merci Claire. Alors merci à vous deux de nous avoir accompagnés sur ce 6e colloque. Claire et Romain. Monsieur Loyal. Merci à eux. De la même manière que nous avons commencé ce colloque par un petit hommage, nous allons le terminer de même. Je vais vous demander de vous lever. Histoire de bien sûr faire le lien. Nous adorons les liens. Et je vais terminer par une citation extraite justement un samouraï d'Occident, excusez-moi pour le lapsus,
de Dominique Vénère. Je commence à fatiguer. Et je trouve qu'il termine bien ce colloque. Dans un fameux passage de l'Iliade, le poète décrit la phalange achéenne. La lance fait un rempart à la lance, le bouclier au bouclier, chacun étayant l'autre. L'écu s'appuie sur l'écu, le casque sur le casque, le guerrier sur le guerrier. Ce n'est pas seulement la préfiguration de l'ordre hoplitique que l'on entrevoit ici, mais surtout l'expression de ce qu'est une communauté solidaire où chaque membre peut se reposer sur les autres, où la désertion d'un seul anéantirait instantanément le tout indissociable. Pas question de contrat ici, mais d'obligations mutuelles inscrites dans le pacte fondateur du clan, de la tribu, de la cité et de la phalange. Avec tous ceux qui se battent pour l'Europe et son identité, nous en avons vu plein d'exemples aujourd'hui. Vous êtes, nous sommes, des boucliers, des casques et des lances. Au revoir.